si vous voulez masteriser vous-même votre track, il va falloir aller chercher des plugins qui sont un petit peu plus spécialisés. Avec FL Studio, on a un bon limiteur, mais malheureusement, pour le mastering, on ne va pas pouvoir se servir des autres outils qui sont, à mon avis, un peu limites en termes de qualité pour le mastering. Par exemple, on a le multiband compresseur, qui est un compresseur bien pour des pistes, mais franchement, pour le master, c'est un peu trop crade comme son. Du coup, je vais vous montrer juste qu'est-ce que ça pourrait donner de masteriser une track avec quelques plugins autres que ceux fournis par FL Studio. Donc, à la place du limiteur, on pourrait commencer par aller chercher un plugin de chez Softube qui s'appelle le Vice Compressor Limiter. Du coup, pour l'instant, je vais désactiver le limiteur de FL et on va commencer par lui mettre du gain en entrée, parce qu'en entrée, on avait mis 7 dB. Donc, pour essayer de comparer un petit peu à armes égales, on va mettre le même volume ici. Encore une fois, le volume là va être un peu fort, donc n'hésitez pas à baisser dans votre casque. Là, je suis donc sur une entrée dans mon compresseur limiteur à plus 7 dB, de la même manière que dans le limiteur de FL, j'étais à plus 7 dB de gain. Voilà, comme ça me permet de bien les comparer. Donc je vais aller sur la phase qui tape un peu, parce que là de toute façon ça va pas faire grand chose. Donc lui, il a un limiteur et un compresseur dans le même plugin. C'est ça qui est pratique avec le Vice. Il est disponible chez Softube, ce compresseur. Et ce qui est pas mal, c'est que il limite le signal, mais il peut le compresser en amont du limiteur. Donc ça permet de traiter le signal en 2 étapes, plutôt que de le faire tout au niveau du limiteur, ce qui est un peu bourrin parfois. Là, on va pouvoir compresser un petit peu avant de limiter. Alors pour ça, ce que je fais en général, c'est que je désactive la fonction ni. C'est un peu comme un comme le soft clip qu'on avait vu tout à l'heure. On a le soft clip et le hard clip. Et bien là, quand je mets le ni à fond à droite, ça fait une compression qui est soft. Alors que là, dans ce style, je veux quelque chose de plus binaire. En fait, c'est on-off, mais il n'y a pas trop d'entre-deux. Donc là, on désactive cette fonction ni. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le seuil jusqu'à observer un petit peu de compression ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il veut pas la barre d'espace là. Et là, en fait, pour l'instant, on voit qu'on a uniquement le limiteur qui fonctionne, mais pas le compresseur. C'est la première jauge ici. Donc on va baisser le seuil. Et ça y est, là on compresse. En gros, on a la première jauge qui correspond au compresseur et la deuxième jauge rouge qui correspond au limiteur. Donc l'idée, c'est de compresser un petit peu avant de limiter. Je remets encore un coup. Donc là, on voit qu'on a 1,7 dB de compression et on a 3 dB de limiting. C'est ça que ça nous dit. On voit au niveau des petits chiffres en bas. Maintenant, on va comparer par rapport à celui de FL. Et ben, il se défend plutôt pas mal. C'est pour ça que j'aime bien moi le Fruity Limiter. Je trouve qu'il fait bien le taf. J'entends que le Vice est un peu plus clean. Donc ça vaut. Est-ce que ça vaut les 200 € pour acheter ce plugin? C'est à vous de voir. Mais il y a une petite différence effectivement au niveau du rendu. Mais encore une fois, le Fruity Limiter, il se débrouille bien. Après, il y en a un autre qui est un peu moins cher et qui marche bien aussi, de chez toujours Softube. C'est le Vice, toujours. C'est des Suisses, ils sont très forts pour ça. Pour l'audio, ils sont très balèzes. Donc il y a le Vice MM1. Donc c'est une version encore plus simple à utiliser que le compresseur limiteur. Et il est souvent en promo aux alentours de 90 €, je crois. Peut-être même 70. Il me semble l'avoir vu vraiment plus bas, celui-là. Et donc, il a l'avantage d'être beaucoup plus simple, parce que là, on va juste avoir 5 styles de compression et un limiteur qui est automatiquement appliqué en entrée. Donc ça, c'est vraiment super
je trouve, pour les gens qui veulent pas se prendre la tête avec les réglages. J'essaie juste de voir mon gain où il est, parce que j'ai le gain du limiteur, mais j'ai pas de gain en entrée. Ouais, ça c'est un output trim. Donc on va pousser le gain du limiteur, on va le mettre à plus 7. Encore une fois, c'est pour comparer. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer 3 styles de compression. Il y a le wide, le punch et le loud. Donc le wide, il va nous écarter un peu les éléments du mix, il va nous créer une stéréo plus large. Parfois, ça fait sortir les reverbs et ça peut être un peu bordélique, mais il y a certains mix sur lesquels ça fonctionne super bien. Le mode punch, il va nous aider à conserver l'attaque des drums, mais c'est pas celui qui va sonner le plus fort en général. Et après, on a le mode loud, forcément, qui va privilégier la sensation de loudness. Donc, c'est celui qui nous donnera le plus de perception de volume, mais parfois, ça va nous bouffer un petit peu les drums. Donc, il faut voir, en fait. Après, transparent, c'est plus pour du jazz et du classique, donc c'est pas vraiment celui-là qu'on va utiliser. Et DS, c'est très particulier, donc on l'utilisera pas aussi ici. Donc, on va vraiment juste switcher entre ces 3 modes. Et après, on peut choisir la quantité de compression simplement en réglant ce potard ici. Donc, je vais commencer à 50% et on va comparer les 3. Donc là, on est en wide par rapport au loud. Et punch. Je remets wide. Ouais, la différence, elle n'est pas si énorme que ça. J'ai trouvé que avec le loud, on conservait un peu plus de sub dans le son, donc j'aime bien. Je trouve que ça donne un gros son, donc ça marche bien dans ce type de prod. Maintenant, on va le comparer avec le Fruity Limiter. Donc là, on est sur le Fruity Limiter. Par rapport au MM1. Ouais. Là, j'entends que c'est clairement mieux pour le coup avec le MM1 parce que on a plus d'attaque dans le kick et la snare et au global, on a l'impression que le son il est moins écrasé. Donc on gagne quand même pas mal, je trouve. Je me demande si ça marche pas mieux que celui-là pour le coup. Ouais. Dans celui-là, c'est plus clean, mais j'entends un peu plus la compression. J'entends que le son, il pompe un peu. Et vu qu'on a mis du sidechain, j'ai pas trop envie d'écraser avec un compresseur sur mon master. Donc là, j'ai l'impression que des 3, c'est le MM1 qui marche le mieux, en mode loud. Franchement, ça tape bien. Et voilà. Et donc après, on pourra même être joueur et se dire, allez, je vais essayer d'aller chercher un dB en plus. C'est pas nécessaire, mais bon, on va faire le test. Bon bah j'aime pas parce que c'est crade, je trouve que la snare elle devient crade et ça marche pas. Donc là on sent qu'on a atteint le niveau en fait idéal pour la track, on est à plus 7 et on a a priori le Vice qui marche le mieux, enfin je trouve personnellement que le MM1 c'est celui qui sonne le mieux dans ce cas-là. Et ça tombe bien parce que c'est le moins cher des deux. Donc vraiment si vous cherchez un plugin pour masteriser sans trop vous prendre la tête et que vous voulez investir quelques dizaines, enfin là pour le coup on est plutôt aux alentours de 100 €, mais là ça peut valoir le coup pour avoir un son bien produit, enfin bien masterisé en tout cas. Donc ça c'est la première chose. Et juste pour voir en amont ce qu'on pourrait faire avant de mettre ce MM1, on pourrait juste ajouter un autre plugin qui nous permettrait de gérer un petit peu la quantité de subs. Parce que c'est vrai que les subs, parfois, elles peuvent nous bouffer beaucoup d'énergie dans le mix. Et peut-être que ça rend le résultat un peu trop crade. Et du coup, si on gère les subs au niveau de notre master, dans certains cas, ça nous aide à justement avoir plus de patates et un son plus clean aussi. Donc ce qu'on peut chercher, je suis en train de réfléchir auquel je vais utiliser. On va utiliser le Oxford Dynamics EQ. Donc on va le prendre en VST. C'est le Dynamic EQ de chez Sonox. Voilà. Alors celui-là, il n'est pas donné. Je ne sais plus combien il est. Il doit être aux alentours de 200 € de mémoire. Et j'ai oublié de brancher mon iLok. Voilà. Donc ça, c'est un défaut aussi de ces plugins. C'est qu'il faut brancher un iLok dessus. Ou alors avoir un compte chez iLok. Je crois que maintenant, on peut le faire avec le cloud aussi. Mais c'est un petit peu plus contraignant parce qu'il y a des protections contre le piratage.
j'ai branché mon iLok et voilà, il est content, donc on peut y aller. Et là on voit cette énorme bosse, donc on a un aperçu des fréquences de notre mix, c'est pas mal parce que ça nous donne pas mal d'infos. Et clairement là on a une bosse assez prononcée dans les subs, ce qui est logique pour ce style, mais si on veut pousser notre master, si on voulait par exemple gagner un petit dB, si on voulait vraiment être joueur, là il serait nécessaire de compresser uniquement un tout petit peu la partie grave de notre mix. Donc par exemple, si je me mets à 100 Hz, en fait, je vais compresser tout ce qu'il y a en dessous de 100 Hz, ou plutôt équaliser de manière dynamique, mais ça revient un peu à la même chose que la compression dynamique en fait. Donc là, c'est très très moche ce que j'ai fait, parce que j'ai totalement détruit les subs, mais ça vous donne un aperçu de ce que ça fait quand on le règle mal. Donc là, je vais modifier le threshold, c'est le seuil. Plus on le baisse sur la gauche, et plus ça va écraser les basses en fait. Là, un mauvais exemple. Voilà, on a l'impression d'une mauvaise radio. Maintenant, je le mets à -20. C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas nickel. Je trouve qu'on perd trop en sub. Donc ce qu'on peut faire juste pour laisser passer l'attaque du kick, c'est mettre une attaque un peu plus longue. Par exemple, on la met aux alentours de, je me dis, allez, 60 millisecondes. Ça devrait laisser passer un petit peu plus. Par rapport à ça, alors je préfère 100, c'est le signe que c'est pas bien réglé encore. Donc l'attaque, au lieu de la mettre à 60, je vais la mettre à 125. On va vraiment mettre une attaque lente pour conserver quand même le corps des basses. Voilà, et maintenant, pour que ce soit encore moins prononcé, on va mettre un seuil un petit peu plus haut pour que ça compresse encore un peu moins les basses, et je pense qu'on sera pas mal. Voilà. Et là, on est pas mal. Ouais, maintenant, ça me donne l'impression que quand je retire l'équaliseur dynamique, en fait, ça devient un peu boomy dans les basses. Ça passe, mais c'est un peu plus clean quand je le mets. Donc, c'est vraiment, là, on est sur du petit réglage de précision, mais c'est vrai que ça aide à avoir un son un peu plus clean qui bave un peu moins dans les basses. Et l'avantage, c'est que lui, il va moins écraser notre mix du coup, parce qu'on a libéré un petit peu de basse, et lui, il va être content. Il va travailler un peu moins. Donc si je voulais aller chercher un peu de loudness, je pourrais aussi, au niveau du Vice MM1, lui donner un peu plus de compression. Pourquoi pas, on peut tester. Par rapport à ça. Alors c'est sûr que ça paraît un peu dégraissé quand je le remets à 50, mais à 75 c'est trop. Donc je vais aller un peu entre les deux. Voilà, et là on est pas mal, donc en réglant ça, ça permet de gagner encore un peu de densité, ça muscle un petit peu le rendu global, et ça c'est possible parce qu'on a géré un petit peu les infrabasses en amont. Donc après, en mastering, on a d'autres techniques qui fonctionnent pour donner un peu d'air, donc c'est le dernier truc que je vais vous montrer qui fonctionne bien, ça serait de se mettre un equalizer, alors lequel je vais mettre ? Je vais mettre... On va rester sur du FL Studio comme ça, c'est des choses que vous allez pouvoir tester directement. On va se mettre tout en haut, on va se mettre à 20 000 Hz et on va mettre un boost un peu costaud. On va se mettre un boost par exemple à 12 dB, c'est un peu énorme, mais comme vous le voyez, on est tellement dans les aigus que normalement ça va pas faire grand chose, ça va juste ajouter un petit peu d'air. Là, il est en mode
haute qualité. Je vérifiais juste ça parce que si le mode HQ est désactivé pour le mastering, c'est vraiment pas adapté. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut activer aussi le mode phase linéaire. On peut tester. Parfois, pour le mastering, ça sonne mieux. Et maintenant, je vais le retirer. Alors, ce que j'entends, c'est que les charlets sonnent un peu moins fort en fait quand je le retire, forcément parce que c'est la partie des charlets, la partie aiguë. Donc quand on booste les aigus, ça permet de booster les charlets. Mais dans certains cas, ça aide à donner de l'air aussi au mix et à le rendre un peu plus spatial, un peu plus aéré. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à tester cette technique. On peut essayer avec un autre plugin, par exemple, je vais prendre vu que j'aime bien les Sonox, on va se prendre un Sonox Equalizer, on va se prendre le Sonox classique en fait. C'est un peu la même chose, hein, on peut le faire directement ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en mode plateau, de manière à booster vraiment les fréquences aiguës de mon mix. Par exemple, je vais me mettre à 7000 Hz, un truc comme ça. Bon là, on entend que c'est vachement marqué comme effet, donc on va peut-être pas en mettre autant. Là, au lieu de me mettre à 20 000, je me suis mis à 7000, justement pour que l'effet soit encore plus prononcé. Et effectivement, là, quand je le retire, ça paraît un peu étouffé. Voilà, ça donne un peu d'agressivité, mais ça donne de la clarté en même temps, donc c'est pas mal. Après, on pourrait le tester, au lieu de le mettre à 7000, on le met à 20 000, c'est plus haut, donc forcément ça va avoir beaucoup moins d'effet. Du coup, on va se permettre de mettre un peu plus de gain. On va essayer comme ça. Je vais booster encore plus. Ouais, le 10, c'est vraiment le max parce qu'après, au-delà, les charlies deviennent crades. Donc, on va comparer les deux réglages. Je vais le charger en double, le plugin. Je vais aller chercher le EQ de chez Sonox. Et on va se mettre deux presets différents. Et on va les comparer l'un et l'autre. Alors, il ne me l'a pas affiché. Je vais essayer de mettre Sonox peut-être. Voilà, il est là. C'est le EQ native. Et donc, celui-là, je vais le remettre à 7000. Je sais pas pourquoi il me coupe dans mon élan. Voilà. Donc je l'active en mode plateau et je lui donne 3 dB. Je crois que j'avais mis 3 dB. Et donc là, on en a un qui a 10 dB à 20 000 et l'autre qui a 3 dB à 7000. Et on va comparer à tour de rôle. Ça, c'est celui à 20 000. Là, je l'ai retiré. Ouais. Bah, je trouve ça plus efficace en vrai. À 7000, c'est un peu plus bourrin, un peu plus agressif, mais ça marche bien parce que ça donne juste de la clarté au global à notre prod. Voilà, donc ça c'est une technique, franchement, ça marche très très souvent. Donc en gros, on gère les deux extrémités du mix. On gère l'aigu, en fait. On rajoute un peu d'aigu pour donner de la clarté. On gère les infrabasses, les subs. On fait en sorte qu'elles ne débordent pas. Donc là, on les compresse en quelque sorte uniquement quand il y a besoin. On ne le fait pas de manière fixe. Parce que si je mettais un equalizer pour retirer des infrabasses, pour le coup, on perdrait vraiment en patate. On aurait l'impression que le mix est tout petit derrière et ça serait pas joli. Donc on évite de faire ça de manière statique. C'est pour ça que j'ai utilisé un equalizer statique pour les aigus, mais j'ai utilisé un equalizer dynamique pour les graves. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on fait très souvent en mastering. Et après, ce que je pourrais faire pour finir vraiment, le mastering, ça serait de mettre une deuxième bande au niveau de l'équaliseur dynamique pour essayer de gérer les médiums s'il y a des fréquences qui sont un peu trop intrusives. Donc pour ça, il y a une fonctionnalité qui est vraiment cool sur celui-là, le Dynamic EQ, c'est qu'on peut écouter uniquement la bande de fréquences qu'on est en train de déplacer. Donc quand on clique sur le casque, en fait, il va me faire écouter uniquement ces fréquences-là.
Là, je trouve qu'à 1000 Hz, il y a un petit truc qui a un poil nasillard et qui est pas hyper agréable. C'est léger, mais je me dis que on pourrait se permettre de mettre une petite bosse comme ça vers le bas. Alors non, c'est pas la target, c'est l'offset. Ou c'est non, je suis en train de m'emmêler. Je vais mettre l'offset à 0 et c'est la target que je vais mettre par exemple à -3. Et on va faire en sorte que ça compresse, entre guillemets, que ça creuse un petit peu, on va dire, ces fréquences-là, donc 1000 Hz, uniquement quand il y en a trop. Donc pour ça, on va mettre en lecture. Et on va désactiver le casque ici pour écouter l'ensemble de notre mix. Et là, ça creuse un peu trop. On voit qu'il est tout le temps au max. Donc ça veut dire que notre seuil, il est pas bien réglé. Donc au lieu de -30, je vais mettre -20. Et on va écouter à nouveau. Voilà, par rapport à... Voilà, c'est léger, mais ça permet d'arrondir un petit peu le son et d'avoir quelque chose de moins nasillard. C'est vraiment le terme qui me vient comme ça. C'est moins intrusif dans les fréquences médium, donc ça permet juste de contrôler, mais c'est très très doux. Là, ça fait un petit dB de réduction. C'est vraiment, encore une fois, c'est comme si on mettait du vernis un petit peu sur notre instru pour arrondir un peu les angles. Et là, du coup, on a contrôlé les basses, les médiums, et on a rajouté un peu de clarté dans les aigus. On a compressé un petit peu en mode loud et on a fini par limiter notre signal pour finaliser vraiment le mastering. Évidemment, c'est un mastering rapide, on pourrait aller plus loin, on pourrait vraiment faire encore d'autres choses, mais vu que c'est pas le thème de cet atelier, là on essaye de voir juste les grands principes du mastering. L'idée c'est de gérer les fréquences et de gérer la dynamique. Donc c'est ce qu'on vient de faire, et là notre track elle est prête à être exportée.